Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth, maman de 5 enfants. Elle accompagne les femmes dans leur cheminement après un accouchement traumatique et celles qui souhaitent connaître un enfantement souverain. Elisabeth œuvre pour que la naissance soit respectée et elle dénonce les abus de l'industrie obstétricale. Bonjour Elisabeth. Bonjour Chloé. Écoute, j'aimerais démarrer cet épisode avec cette citation de Jane Hardwicke Collins que j'ai trouvée sur ton compte Instagram. Elle dit: si vous décidiez de réaliser une seule chose pour le bien de la communauté tout au long de votre vie, alors œuvrer avec d'autres pour guérir la naissance serait une bonne chose. Qu'est-ce que ça veut dire, guérir la naissance? Oui, merci d'avoir repris cette citation parce que j'aime énormément, même si la traduction n'est pas toujours parfaite, mais j'aime beaucoup parce que c'est vraiment en fait, en la lisant, je me dis: «Ah, c'est vraiment le cœur de ma mission», enfin ma mission avec d'autres évidemment. Mais pour moi, guérir la naissance, c'est à plein de niveaux en fait, ça veut dire tellement de choses. Hem, Ça veut dire évidemment, quand je parle de guérir la naissance, souvent c'est, vis-à-vis de ces accouchements traumatiques qui ont été vécus et donc là, de manière personnelle par chaque femme et qu'elle puisse guérir cette expérience, donc elle plutôt d'accouchement, mais de naissance de leur enfant et aussi que leur enfant puisse être guéri de cette naissance et de manière beaucoup plus, globale, enfin à une beaucoup plus grande échelle, c'est vraiment guérir la perception qu'on a de la naissance en fait, guérir tout ce qui est blessé en fait, tout ce qui est pas ajusté dans la vision qu'on a de la naissance. Voilà, notre culture est vraiment marquée par, cette vision obstétricale de la naissance qui n'est pas la naissance, enfin c'est pas ça la naissance. Hem, donc c'est vraiment une guérison du regard, une guérison de la perception, une guérison de la, hem, comment dire? Pour chaque femme, enfin qu'elle puisse croire en la capacité de leur corps à donner naissance et cette guérison, c'est vraiment quand les femmes, pourront croire qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin pour donner naissance à leur enfant, que la naissance n'est pas un événement médical, enfin ou très rarement et guérir cette arrivée au monde des enfants puisque c'est un moment tellement, précieux, unique, fondateur et qui est malheureusement, tellement, violenté, Mmh. oui, pas respecté, enfin et mesurer à quel point c'est important pour la mère, pour l'enfant, à quel point la naissance compte, l'enfantement compte, la naissance compte et voilà et pour moi guérir la naissance, c'est vraiment, tout ça, c'est vraiment, profond. Et quel est le problème justement, allons-y, hein, démarrons par là. Quel est le problème aujourd'hui justement avec la naissance, telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est proposée, voire imposée aux femmes en 2024? Pour moi, le problème, c'est qu'on voit la naissance que sous un angle médical, enfin que, très essentiellement, enfin que, dès lors qu'une femme, est enceinte, voilà, c'est toute une succession, de rendez-vous médicaux. On voit que cet aspect-là, hem, donc déjà, c'est très réducteur et à partir de là, en fait, la grossesse devient anxiogène. Tout est source de, on voit tout sous un angle l'angle de la complication, de la pathologie, du coup, c'est extrêmement anxiogène. Prise en charge de la femme qui est dépossédée en fait de sa capacité dès lors que qu'on lui présente cet événement comme extrêmement risqué, qui a besoin d'être archi surveillé et qu'elle finalement ne saurait pas, ce qui se passe dans son corps puisqu'elle a besoin s'en référer tout le temps à des autorités extérieures. Hem elle est dépossédée et après, le point culminant, c'est à la naissance. En fait, vraiment la grossesse, c'est un peu la préparation de je dirais, de Mmh. ce qui se passe,
lors de l'accouchement. C'est-à-dire que quand on a été dépossédé et qu'on nous fait douter de notre capacité tout du long de la grossesse, évidemment, c'est pas le jour J que, voilà, qu'on va pouvoir, enfanter dans toute sa puissance puisque, voilà, on est déjà une patiente. Ouais. Hem, en fait, ouais, il y a énormément de choses à dire, mais Mmh. je pense que c'est vraiment semé dès la grossesse, même dès avant la grossesse, en fait, toute cette perception culturelle qu'on a autour de la naissance. Et donc voilà, donc l'accouchement est vu comme un événement médical, alors que voilà, dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas un événement médical. D'ailleurs, nombre de femmes ont une grossesse qui se passe bien, même si elles peuvent avoir des moments d'anxiété parce que, je sais pas, le bébé est supposé trop gros ou que sais-je, ou alors, voilà, on va insuffler de l'anxiété, mais en fin de compte, elles ont quand même des grossesses qui se passent bien. Des femmes ont des grossesses qui se passent bien et après un accouchement catastrophique. Et on se pose pas vraiment la question de se dire: «Bah, comment ça se fait en fait finalement?» Bien sûr la pathologie existe, mais sur une grossesse qui se passe bien, pourquoi autant de femmes ont des Mmh. grossesses qui se passent globalement bien avec des accouchements qui se passent si mal? Simplement parce que, on vient, interférer, enfin le gros le problème, enfin un des problèmes, c'est évidemment toutes les interférences, les perturbations de l'accouchement, en fait, la méconnaissance de la physiologie. C'est-à-dire que oui, l'accouchement à l'hôpital, c'est pas l'accouchement physiologique. Donc donc être entouré de professionnels, qui ont des compétences, quand ça se passe mal et qu'on devrait Mmh. solliciter si ça se passe mal, le fait d'être, dans tout cet environnement-là, ça va pathologiser, l'événement et ça va du coup on voit tout sous l'angle de la pathologie et donc on ne fait que mettre des bâtons dans les roues. Donc les accouchements se passent mal, donc on se dit que ça se passe très mal Ouais. et donc ça fait que renforcer en fait, voilà cette croyance que c'est très dangereux. Mais quand on détricote, voilà, puisqu'une partie de mon travail c'est ça, c'est détricoter avec les femmes, ce qu'elles ont vécu pendant leurs accouchements, on se rend compte que voilà, il y a eu enfin sauf exception, c'est quand même, vraiment, des interventions non nécessaires qui viennent saboter le processus en fait. Parce que Mmh. la naissance, comme disait une sage-femme, très sage, disait, c'est Carla Hartley: «La naissance est sûre, les interventions sont risquées» et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait à l'hôpital, on fait que des interventions, dès le départ. Alors quand Mmh. je dis intervention, parce qu'il y en a qui vont dire: «Bah non, on n'intervient pas, forcément d'emblée». Mais en fait, ça commence par des petites choses. Déjà, quitter chez soi pour aller dans un environnement étranger, ça on ne mesure pas à quel point, c'est perturbateur. Mmh. Heu, 1 chose et puis après effectivement être stimulé avec des questions, stimuler le néocortex, poser des questions, avoir des personnes différentes, vérifier le col de l'utérus, enfin vraiment cette, aberration. Enfin, en fait tout ça, ces entre guillemets «petites interventions» qui ne sont pas si petites que ça puisqu'elles viennent déjà complètement, nuire au processus naturel de l'enfantement, préparent les autres interventions. Oui. Hem et donc voilà, donc c'est la fameuse cascade d'interventions et C'est ouais, cette cascade d'intervention, tu disais qu'elle était très nuisible justement à la cascade hormonale qui elle est nécessaire finalement, c'est la seule nécessaire à un accouchement, qui se passe bien en fait. C'est parce on intervient sur, le processus, naturel qui du coup est bloqué, si je comprends bien? bah, exactement, c'est ça, c'est qu'en fait quand même tout est bien conçu à la base. Mmh. Et que donc en fait, je pense qu'on prend pas assez en compte vraiment le fait que, enfin, que notre corps, enfin et toute cette cascade hormonale, tout se met en place, en fait, pour que la naissance de notre bébé se passe de la manière la plus simple qu'il soit. Mais à partir du moment où on met des bâtons dans les roues, en fait, on empêche cette cascade hormonale de se dérouler et donc forcément, on n'est plus dans ce dans ce processus naturel, ce qui complexifie les choses, surtout, voilà, surtout avec la possibilité d'intervenir à portée de main, voilà, on ne fait qu'intervenir, mais en fait, quand on comprend que la naissance, il faut protéger ce processus hormonal, Mmh. voilà, protéger, l'environnement de la femme, enfin, c'est la fameuse bulle dont on parle souvent, c'est vraiment ça, c'est, être enfin, ce qui favorise l'enfantement. Alors après, il y a plein de subtilités, de nuances, c'est pas simple de parler, d'en parler pendant peu de temps parce que, Oui. évidemment, ce qui favorise normalement, c'est voilà, un environnement familier, la chaleur, l'obscurité, voilà, être entouré déjà de moins de personnes possible et de personnes,
en qui on a Mmh. confiance, qu'on connaît, enfin, ce qui est évidemment pas du tout le cas quand on va en maternité. Mmh. Alors après, c'est subtil aussi parce qu'évidemment, il y a beaucoup de femmes qui diront qu'elles ne se sentent pas en sécurité chez elles. Parce qu'évidemment, on est coupé quand même de notre instinct et de ce côté, naturel et simple de l'enfantement. Donc il y a tout l'aspect culturel qui rentre en ligne de compte et donc beaucoup de femmes se sentent, en tout cas dans leur néocortex, en sécurité, enfin, à Oui. l'hôpital. Mais leur corps, enfin leur, cerveau primitif là, il est pas forcément en sécurité à l'hôpital. C'est ça Mmh. qui est, voilà, un peu subtil, mais en tout cas, voilà, C'est une ça femme qui qui est a fait hyper important, pardon, c'est vraiment ça qui est hyper important et qui est pas forcément accessible. On se rend pas compte de tout ça, je trouve, quand on s'est pas intéressé à toutes ces questions-là. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant d'en parler, enfin, urgent, nécessaire, enfin, tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, effectivement, on se dit, mais euh, toutes ces petites choses-là, on ne se rend pas compte qu'elles sont nécessaires et que ça a été inscrit dans notre nature pour que l'enfantement se passe au mieux. Et je renvoie les auditeurs au podcast avec Michel Audin qui a bien parlé de tout ça et de justement ce que tu rappelais, ce besoin d'obscurité, de chaleur, d'intimité qui est nécessaire au processus. Et en fait, bah, une femme qui accouche aujourd'hui, elle se dit, bah non, moi j'ai juste besoin qu'il y ait des sages-femmes et du personnel médical qui soient là pour m'aider à accoucher, en fait, enfin pour m'accoucher même, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça il y a la nécessité, je trouve, de parler de tout ce qu'on sait aujourd'hui et qui nous rapproche finalement de l'animal, hein, du mammifère que nous sommes, qui a besoin, bah, effectivement, d'un environnement hyper intime, en fait, très éloigné de ce qui est proposé à l'hôpital. complètement. Et d'ailleurs, quand, quand on cherche, sur internet, comment, enfin aider, je sais pas quoi, ma chatte à enfanter, Mm, enfin pas enfanter évidemment, à mettre bas ses petits, mm, hem et ben, on va dire, surtout ne pas la déranger, la laisser dans un coin tranquille, ne pas regarder, enfin mm, mm, voilà, on mm. sait pour les animaux ce qu'il faut faire, même si bon maintenant il peut y avoir aussi des interventions, mais bon, on comprend quand même globalement les animaux sont plus respectés, Mm. les animales. Parce que voilà, on va les laisser tranquilles. On sait qu'il faut pas déranger, sinon ça va perturber le processus. Mais en revanche, heu, Mm. bah, les femmes, on fait que perturber le processus et on pense que c'est ça qui assure la sécurité. Donc c'est Ouais, complètement fou et c'est vrai que Michel Audin en parle depuis des années et c'est difficile de faire, vraiment changer oui, les mentalités. Déjà, il y a ceux évidemment qui pensent qu'il est complètement, voilà, fou, perché ou quoi que ce soit. Mais je ouais, trouve c'est que vrai. même les personnes qui l'écoutent, ça met du temps vraiment à cheminer, à comprendre que vraiment, enfin, ce besoin d'obscurité, de chaleur, d'intimité, c'est pas accessoire, quoi. Enfin, c'est pas, Mm, mm. parce que, le nombre de vidéos qui circulent sur Instagram d'enfantement à la maison avec, quand même beaucoup de perturbations, même des accouchements, sans assistance médicale, où il y aura du monde, où il y aura beaucoup de lumière, où ça Mm. on parle fort, enfin et elle me dit: «Waouh, c'est fou quand même, c'est ouais, c'est vraiment difficile de changer, les mentalités, enfin en profondeur, de vraiment, comprendre les besoins de Ouais. l'enfantement, c'est Mais c'est là où je trouve on comprend à quel point le néocortex, qui a été super développé hein, chez l'homme, justement, eh ben, il prend toute la place parce que même les femmes, je pense, qui se disent, ouais, je vais accoucher à la maison pour respecter vraiment la nature et tout. En fait, finalement, c'est aussi une partie de son néocortex qui s'est intéressée à tout ça, qui a analysé le truc, qui a vu que peut-être il fallait qu'elle achète une baignoire, que ci, que ça, et qui en fait, c'est pas pour autant qu'elle va vraiment se mettre dans sa bulle et être sensible à ce dont elle a vraiment besoin. Ça demande finalement de s'écouter. Enfin, c'est pas des cases à cocher, c'est vraiment ressentir de l'intérieur de quoi j'ai besoin. Et c'est ce truc-là qui est encore plus compliqué quand on se lance dans un accouchement à la maternité, où effectivement, en plus de ça, non seulement on peut pas se mettre à l'écoute vraiment de nos besoins profonds, mais en plus de ça, bah, il y a l'intervention des autres, en fait, avec tous ces protocoles hospitaliers qui, en fait, nous dépassent notre simple volonté, nos instincts. Ça prend complètement le pas sur nos instincts. ah complètement, oui. Complètement, enfin la maternité, voilà, on peut avoir un enfantement, sans péridurale, on peut avoir
voilà, certaines petites choses, mais c'est enfin, après tout dépend ce qu'on met derrière le mot physiologie, mais pour moi, on ne peut pas avoir un enfantement physiologique à la maternité, tellement tout va à l'encontre de cette physiologie. Alors Mm. après, oui, on peut vivre quelque chose, voilà, d'extraordinaire, de transformateur, vivre sans enfin, un accouchement sans péridurale, et cetera, mais à partir du moment où enfin, quand on comprend vraiment ce que c'est que la physiologie, au sens radical du terme, c'est Mm. impossible à la maternité puisqu'en fait, c'est pas possible déjà d'être dans un environnement étranger, d'être sans cesse interrompu, regardé, observé des personnes différentes. Enfin, et puis alors sans parler de après la naissance du bébé où, alors déjà il faut négocier, pour, ne pas avoir, le syntocinon, donc le soi-disant ocytocine, mais de synthèse, donc qui n'a rien à voir avec l'hormone naturelle. Ça, c'est extrêmement dur de ne pas l'avoir, même s'il y a eu un accouchement sans péridurale. Il y a aussi, bah, le fait de toucher le bébé, que des personnes autres vont toucher le bébé. Mm. Enfin, on n'est pas du tout dans cette bulle de continuer en fait, on est voilà, c'est cette bulle de l'intimité, de la chaleur, de l'obscurité, on est plus dedans. Enfin, on est c'est pas possible en fait. C'est voilà, ça veut pas dire voilà, il y a des femmes qui sont très heureuses de l'enfantement et c'est pas du tout pour juger, absolument pas. Mais, je pense que c'est quand même important de dire, ce que c'est que la physiologie, enfin et que c'est pas juste ne pas avoir de médication pendant l'accouchement, enfin ça va bien au-delà de tout ça. Et sur ce que tu disais avant sur, je sais plus comment tu disais, mais en fait, ça me faisait vraiment penser à c'est un cheminement effectivement, c'est pas juste ne pas avoir de péridurale ou Mm. c'est un cheminement, et enfin, c'est énorme en fait, intérieur. Déjà pendant tout au long de la grossesse, de se réapproprier, bah, le pouvoir sur son propre corps, se Mm. sentir autonome, pouvoir faire des choix qui ne sont pas juste, une liste de choses à faire parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mm. Tout ça, ça prépare à cet enfantement souverain. Hem, mais à partir du moment où on a fait tout ce cheminement, de toute façon, je pense qu'on peut pas vraiment aller à la maternité. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin si, Mm. on peut y aller si on en ressent le besoin ou si on pense qu'il y a une vraie nécessité, mais à partir du moment où on a tellement déconstruit, Ouais. hem, toutes ces fausses croyances, on a vraiment compris ce que c'était la source de la sécurité de l'enfantement, même si Mm. je veux vraiment aussi dire que comment dire? La sécurité de l'enfantement, ça ne veut pas dire que ça se passe tout le temps bien, voilà et il y a effectivement des bébés qui meurent, quel que soit d'ailleurs le lieu de naissance. Mais en tout cas, maximiser les choses pour que, justement, cette cascade hormonale qui favorise le bon déroulement de l'accouchement, enfin, l'hormone dont on parle le plus souvent, l'ocytocine, l'hormone de l'accouchement rapide, ça veut dire. Mm. Mais voilà, on se donne les meilleures conditions pour que ça se passe bien. Et après, Mm. c'est du coup un autre état d'esprit que celui souvent de se dire: «Je vais à la maternité, au cas où». Mm. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment profond et philosophique, un peu quoi, comme, Ouais. c'est vraiment, voilà, quelle est ma vision de la vie, et quels choix en découlent en fait? Ouais. Voilà, est-ce que, je pense que l'enfantement se passe bien si je me donne les meilleures conditions et c'est vraiment et j'ai envie d'être souveraine, j'ai envie d'être celle qui décide de comment ça se passe parce que je pense que c'est la meilleure façon de mettre au monde mon bébé et de voilà, que ça se passe de la manière la plus fluide possible, et aussi pour, bah, la suite, favoriser l'allaitement, l'attachement et cetera. Mm. Ou est-ce que, voilà, je pense qu'effectivement l'accouchement est un événement quand même dangereux ou potentiellement dangereux et voilà, je fais le choix de m'en remettre à d'autres et d'aller à la maternité. Et voilà, c'est pour ça que c'est un positionnement et c'est pour ça que jamais je ne dirais qu'une femme doit faire ceci ou cela parce que c'est vraiment extrêmement profond comme, réflexion et comme, cheminement. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est important aussi de comprendre, et c'est là, moi, je trouve ça vraiment hyper important de parler de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a un accouchement sur trois qui est vécu par les femmes comme traumatique. Donc, c'est énorme, en fait, hein. Et puis, il y a je sais pas, une épidémie de dépression du postpartum, donc qui est forcément multifactorielle. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais on ne fait toujours pas de lien entre cette hyper médicalisation de l'accouchement, enfin de la grossesse déjà et de l'accouchement,
et ces dépressions du postpartum où du coup les femmes, bah, elles sont pas bien, mais elles vont mettre ça sur le compte de la maternité parce que c'est dur d'être maman, etc. Alors qu'en fait, on remet pas en cause toute cette... Enfin, je pense à une personne qui a vécu un... j'ai entendu plusieurs témoignages, mais d'accouchement vraiment instrumentalisé. Enfin, je sais plus comment on dit, c'est pas instrumentalisé, c'est enfin avec des instruments quoi Ouais. pour faire sortir le bébé. Enfin, un truc un peu hardcore. Et puis bah après, voilà. Une dépression du postpartum, des difficultés à tisser du lien avec son enfant, etc. Mais dans l'incapacité de remettre en cause le fait que bah c'était pas un accouchement euh, je sais pas quel est le bon qualificatif mais normal même si c'est pas le bon mais euh, qu'elle avait vécu en fait enfin en tout cas qu'il était potentiellement à l'origine de toute cette difficulté à tisser du lien et à être bien en postpartum. Bah, c'est sûr que quand à partir du moment où on banalise tellement toutes les interventions, enfin, j'ai écrit ça cette semaine, justement banaliser les interventions, c'est, j'ai plus ça contribue, au trauma périnatal, en fait. Bah oui. Mais on s'en rend même pas compte, enfin, c'est ça qui est terrible, c'est affreux et en même temps, c'est ce que je disais quand tout est semé pendant la grossesse, alors je n'ai pas été à des préparations à l'accouchement, à la maternité depuis, voilà 17 ans, Mm. mais je sais que ça se fait encore. C'est quand même une préparation, enfin la préparation à l'accouchement, à la maternité, en fait, c'est être préparé aux différentes interventions, potentielles à venir. Enfin, c'est, Mm. heu quand, on montre les instruments, enfin ou peut-être quand on explique que peut-être à tel moment il y aura besoin d'utiliser les forceps et ça, on prépare, donc ça paraît une possibilité. On n'espère pas que ça nous arrive, mais voilà, c'est une possibilité et après, bah, du coup, ça se passe et puis ça se passe pour énormément de femmes et du coup, bah, c'est banal. Donc il y a pas de raison, pourquoi, voilà, ce serait la source de tous les maux. Mais en Mm. fait, on est tellement déconnectés, enfin c'est ça le je crois que c'est vraiment le truc, quoi. On est déconnectés de ce que ça devrait être, de Mm. ce que, de ce que devrait être un enfantement et du coup, on n'imagine pas que ça puisse avoir un tel impact, bah, sur la suite, sur le postpartum, sur l'attachement, sur, bah, se sentir compétente en tant que mère et je pense que vraiment l'enfantement, c'est un rite de passage, donc c'est un moment duquel on doit sortir, justement forte, victorieuse, se dire: «Oui, j'ai» enfin, comme on entend des femmes d'ailleurs qui ont enfanté par elles-mêmes, heu et qui disent à quel point elles se sentent puissantes et qu'elles se sentent capables de tout, après Mm. avoir vécu ça. Et c'est comme ça qu'on devrait sortir de l'enfantement, c'est-à-dire, justement se sentir, forte pour, bah, accompagner notre enfant, affronter, tout ce qu'il y aura à affronter parce que voilà, on l'a fait quoi et c'est vrai que c'est vraiment un cri de victoire des femmes qui l'ont vécu. Enfin, c'est Mm. et si toutes les femmes avaient cette expérience-là, mais le monde, enfin, serait complètement Mm. changé. Alors que quand on Ouais. sort de son enfantement complètement cassé, sentant incompétente, en étant, vraiment ruinée physiquement, psychologiquement, et on se sent enfin, on est encore plus déconnecté de soi-même, heu, enfin, c'est vraiment le Et sentiment puis, d'impuissance, d'incapacité, enfin mm. et Et c'est avec un l'opposé. bébé ouais, pardon, mais avec, en plus de ça, avec un bébé à s'occuper. Enfin, c'est justement toute cette Ouais. force-là qui doit nous servir pour Mmh. s'occuper d'un petit bébé avec qui il faut commencer à nouer enfin, avec qui le lien commence à se nouer. Ça demande énormément aussi de présence, de disponibilité. Et quand on est toute cassée par un accouchement traumatique, ben on n'est pas là en fait. Donc ça a des répercussions sur le lien à l'enfant, sur le moral de la mère et du foyer en fait. Donc Ouais. c'est terrible en fait. Ah oui, c'est voilà, c'est terrible et c'est malheureux que autant de femmes vivent cela, hem et c'est pour ça que vraiment cette physiologie, c'est pas juste, genre je veux faire les choses naturellement, je suis un peu perchée, un peu hippie ou quoi. Pas du Mhm, tout en fait, c'est juste on a besoin, enfin c'est c'est inscrit dans nos cellules quoi, c'est physiologique, c'est comme ça que c'est censé se passer. mm, Alors après voilà, sauf exception, voilà, la médicalisation a sa place dans certains cas, mais c'est pas voilà, c'est pas vrai qu'il y a besoin d'ouvrir, le ventre d'autant de femmes. D'ailleurs, ça dépend des pays. Parfois, il faudrait ouvrir 20 des femmes et parfois 80. Enfin, c'est insensé quoi, enfin, c'est faux, mm, enfin, hem, mais effectivement, à partir du moment où on s'est senti dans cette impuissance, on s'en remet,
on s'en est remis à l'autorité de personnes extérieures pendant son enfantement, on devient mère et finalement, on va s'en remettre, à l'autorité d'autres personnes pour, savoir comment il faut s'occuper de son enfant. Après ça continue, pour la suite, Mm. on peut parler de voilà, l'éducation, l'instruction et cetera. Mais c'est vrai que je pense que vraiment ce sentiment de compétence, de fierté, de puissance, il est tellement important que enfin, c'est vraiment pas anecdotique, c'est pas quelques heures dans une vie, c'est pas un jour, ça a un impact, sur le long terme, même si évidemment on peut réparer, voilà. Mais bon, c'est pas pareil évidemment de partir, du bon pied et de réparer par la suite, mais Non, c'est pas pareil. Et puis la réparation n'est jamais mmh, parfaite. Enfin, non. réparer, moi je vois bien ce que c'est quand justement je reçois en psychothérapie les adultes où on va réparer Mmh justement des naissances traumatiques ou des violences éducatives ordinaires. Tu parlais d'éducation, voilà, des choses vécues dans l'enfance, que ce soit dans la famille ou en milieu scolaire. Enfin voilà, c'est tout ce genre de choses que finalement on pourrait aussi éviter complètement, si on bah respectait au mieux notre nature. ouais, bah, complètement, c'est pour ça que c'est important d'informer en Ouais. amont, mais voilà, mais après c'est vrai que bon, c'est aussi important de parler de cette réparation parce que malheureusement tant de femmes, passent par là. Mm. Et quand on répare, c'est qu'on a déjà pris conscience parce qu'il y a aussi malheureusement beaucoup de femmes et je pense que ce chiffre d'un tiers, moi je sais pas comment on considère qu'il y a un tiers des accouchements qui sont traumatiques étant donné que la quasi-totalité des enfantements sont sabotés. Donc après Mm. voilà, les degrés Ouais. plus ou moins forts, mais une femme peut avoir vécu quelque chose d'extrêmement traumatique et est tellement dissociée qu'elle n'en a même pas conscience en fait. Oui. Donc voilà et c'est pour ça que déjà quand on est dans des démarches de réparation, je me dis: «On a quand même pris conscience, de quelque chose». Et donc c'est déjà avoir avancé sur le chemin parce que malheureusement, il y a aussi des femmes qui, voilà, auront vécu quelque chose de difficile et n'en auront même pas conscience et voilà et c'est le fameux, la limite, appelé syndrome de Stockholm appliqué aux naissances, d'être Oui. reconnaissante, heu, voilà, à des personnes qui ont complètement saboté leur enfantement et de dire: «Ouais, heureusement, on a sauvé ma vie, celle de mon bébé». Il y a Ouais. des cas où on sauve les vies des mamans et des bébés, mais dans les histoires de femmes qui disent ça, malheureusement, souvent, voilà, c'est beaucoup, beaucoup Ouais. de sabotage et voilà et Ouais. sans en avoir conscience donc c'est vrai que c'est un énorme changement culturel qui a besoin de s'opérer, Mm. voilà, Mm. changement de perception, ouais. Mmh. Oui, oui, c'est clair. Non, mais ce que tu dis est complètement juste. Je citais ce chiffre parce que je le vois Oui, bien régulièrement sûr. passer, mais en fait, c'est évident que il faut passer par la case reconnaissance du traumatisme et faire des ponts que ne sont pas, enfin, toutes les femmes ne sont pas capables de comprendre ça. Effectivement, il y en a qui sont complètement dissociées de cet événement. Et en plus de ça, c'est terrible parce que c'est un moment où on est justement, c'est un moment où la femme est plus sensible. Elle est baignée dans un cocktail hormonal. Donc, en fait, elle est un peu dans un état à part, en fait. Donc, finalement, son néocortex, il est quand même un peu en pause aussi pendant Mmh. toute cette période-là. Et c'est terrible parce que je pense que ça doit entraver sa capacité à justement à se rapprocher d'elle-même et de comprendre, d'être en mesure de comprendre ce qui a pu se jouer pour elle, en fait, à ce moment-là. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça parce que Ah, c'est vrai vas-y. qu'on parle de cette, voilà, déconnexion, dissociation, que des femmes peuvent vivre, mais il y a aussi le fait que malheureusement très peu de professionnels, voilà, tu psychologue et tu sensibilisé à ça. Mais elles peuvent se tourner vers des professionnels parce qu'elles vont mal, elles sont en dépression du postpartum, mais qui n'ont aucune connaissance, ces professionnels de la physiologie, de comment ça pourrait être et donc en fait peuvent entendre que oui, c'était difficile, mais ne pas mesurer en fait à quel point c'était saboté. C'était pas juste quelque Ouais. chose qui était, comment dire? Était nécessaire de passer par là, donc oui, c'est douloureux, on va écouter ça et cetera, on va l'accompagner. Mais c'est pas ça en fait, c'est Mm, il y a mm, quelque chose de biaisé, enfin de faux au départ. mm, mm. Heu et je pense que c'est vraiment, bénéfique d'avoir quelqu'un, qui permet d'ouvrir les yeux et de dire: «Mais attends, c'est n'importe quoi là, tu as vu ça? Enfin non, Ouais. ça va Oui, pas». c'est ça. Hem et c'est vrai Ouais. d'avoir un reflet sur quelque chose qui était pas juste, je pense que ça fait vraiment une différence. Enfin, parce que Ouais. sinon effectivement on peut être accompagné dans quelque chose de difficile, mais si personne ne dénonce
Oui. Tu vois, l'abus, bah, il manque quelque chose quand même. Bah, ça se perpétue en plus de ça. Enfin, Bah, complètement. complètement, on ne reconnaît pas le fait que on crée des problèmes en fait. Donc, au nom de la sécurité, ben, on fait vivre des choses impensables aux femmes, quoi. Enfin, c'est quasiment délirant en fait, hein. Bah, alors ce qui est sûr, c'est que les chiffres qui comparent, donc un accouchement, en tout cas prévu à domicile, vis-à-vis d'un accouchement prévu à l'hôpital, les chiffres sont vraiment en faveur de l'accouchement déjà, voilà, prévu à domicile. On peut pas dire à domicile parce que parfois il y a des transferts. Donc dans des posts que j'ai écrits, sur mon compte, il y a les chiffres précis que je n'ai plus en tête, mais en tout cas les interventions sont vraiment, considérablement plus basses en termes, bah, justement de naissance par instrument, de césarienne, d'épisiotomie, alors là aussi énormément, enfin voilà. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que, bah, ça illustre en fait le fait que quand on est dans son cocon, en sécurité et qu'on laisse la cascade hormonale se dérouler, de la meilleure manière qui soit, les choses se passent, on va dire, au mieux, et que parfois, bah, s'il y a besoin, on peut transférer à l'hôpital, mais que du coup, bah, les interventions qui auront lieu, bah, seront évidemment bien moindres que si on va d'emblée à l'hôpital. En fait, les interventions, bah, l'intervention commence par le fait d'avoir franchi le seuil de sa porte, donc Mm, voilà, donc on est beaucoup plus vite dans cette cascade d'intervention. mm, ouais. Et est-ce qu'une femme a besoin d'aide pour accoucher, en théorie? Hem, alors là, c'est une question aussi qui serait, avec une réponse pleine de nuances, mais en soi, en fait, la femme, elle a tout ce qu'il faut pour donner naissance à son enfant. Enfin, elle a besoin de rien d'extérieur puisqu'en fait, c'est un, voilà, c'est un processus physiologique. Hem, voilà, donc ça se fait, enfin, je veux dire, comme, tous les autres processus physiologiques de respirer, d'éliminer, de digérer, tout ça, enfin, voilà, on n'a pas besoin d'aide extérieure a priori, enfin, sauf pathologie. Bah, donc c'est pareil, enfin, en théorie. Après, une femme peut avoir besoin de soutien, pour enfanter, voilà, la femme sage à ses côtés, voilà, ou une personne, de confiance, mais a priori, elle n'a pas besoin d'aide. Mm. Voilà, parfois, enfin, il y a toujours des exceptions où une aide, médicale peut être nécessaire, mais en soi, elle a déjà en elle tout ce dont elle a besoin. Mm. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en parle pas assez, mais effectivement, une femme qui accouche, elle a pas envie, on comprend pourquoi, hein, d'être observée en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait banalisé à l'hôpital en fait. Elle peut pas se replier. Enfin, je sais que moi, ça me parle ça, parce que je l'avais lu chez Michel Audin. Mais moi, pour mes trois, j'ai eu ce besoin d'aller m'enfermer dans la pièce la plus petite de la maison. Mmh. Euh, voilà, je me sentais en sécurité dans le noir, dans une pièce toute petite. Et j'avais lu ça chez Michel Audin qui parlait des animaux qui allaient se mettre derrière un fourré, bah, loin de tout en fait, loin des regards. Et que même si justement, quand l'animal se sentait en danger, ça bloquait le processus qui reprenait après plus tard quand bah, l'animal se sentait en sécurité pour Mmh. accoucher. Et c'est là où on peut comprendre tous ces, tu sais, ces accouchements où bah, le bébé il sort pas quoi, il veut pas sortir, la mère est bloquée, le col reste fermé, etc. Et on peut se dire, bah, est-ce que c'est justement pas lié au fait que la maman, elle se sent pas du tout en sécurité et que bah, du coup, elle est toute serrée, quoi, et que le bébé, il descend pas, quoi. Complètement, complètement. Bah, souvent, les femmes voient la maternité, le travail ralenti, Mm, bah, tout simplement parce que déjà, enfin, elles ont changé d'environnement, elles sont plus dans, même si elles se sentent avec leur néocortex en sécurité, bah, quelque part leur instinct, ne se sent pas en sécurité, et puis en plus être observé, re mettre les doigts dans le col de l'utérus, et cetera. Enfin, tout ça, mm, ça fait qu'un col peut même se refermer, heu, mm, pour se protéger, oui, c'est sûr. mm, C'est On a beau, avoir, enfin, penser avec notre tête que la sécurité, c'est l'hôpital, bah, quand même le corps, mm. voilà, effectivement, il a besoin de cette intimité. Est-ce que toi, tu l'as vécu, cette naissance souveraine, et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, alors j'ai pas vécu, maintenant, ce que j'appellerais une naissance souveraine au sens, oui, au sens strict, quoi. J'ai vécu un premier accouchement, à l'hôpital, Saboté. Je voulais un accouchement naturel, j'avais pas, alors en plus il y a 18 ans, il y avait pas toutes les informations qu'il y a Mm, aujourd'hui.
Mais je souhaitais sans péridurale et puis en fait, j'ai vraiment vu l'impact du changement de personnel puisque j'avais une sage-femme qui était plutôt, voilà, ça se passait plutôt bien avec la première, enfin qui en fait était en fin de service, donc je pense qu'elle s'occupait pas trop de moi, mais ça allait. Et puis, celle qui a pris la suite, en fait, elle m'a voilà, c'était menace parce que ça n'avance pas assez vite, donc il va falloir percer la poche des os et donc ça va faire très mal, donc il faudra la péridurale. Enfin, Mmh. cascade d'interventions, donc accouchement, avec péridurale, épisiotomie. J'ai échappé aux instruments, hem, mais voilà, donc saboté et suite à ça, je me suis dit: «Plus jamais d'épisiotomie de ma vie», quoi. Enfin, c'était vraiment, plus jamais, quoi. Et donc je me suis dit: «Il faut absolument que je sache qui sera là le jour J». Parce que ça avait été mon inquiétude en fait. En fait, je trouve ça terrible aussi pendant toute la grossesse de se dire, «Qui sera là?» J'espère que je serai sur la bonne voilà, la «bonne Mmh. sage-femme» entre guillemets. Parce qu'effectivement de l'une à l'autre, à l'hôpital, voilà, on peut avoir vraiment, 2 visions complètement, différentes quoi. Donc on s'en remet à qui sera là le jour J. Enfin ça c'est absolument terrible. Donc je ne voulais pas que ce soit le cas, pour la deuxième fois. Donc je me suis dit: «Ben, voilà, j'avais connaissance, d'accouchement en plateau technique, donc je me suis dit: «Bah, voilà, je vais faire ça avec une, comme ça je saurais qui est là et j'aurai pas d'épisiotomie». C'était vraiment mon truc, c'était pas d'épisiotomie, et puis je me suis informée, davantage et en fait, j'ai vu que, l'accouchement à domicile, finalement, ça paraissait ce qu'il y avait de mieux puisque finalement, pourquoi aller à l'hôpital, en fait? Plus je lisais, plus je me demandais pourquoi finalement se déplacer, avoir la sage-femme qui vient chez soi, puis après aller ensemble ou se retrouver sur le plateau technique pour repartir 2 heures après. Je Mmh. voyais pas beaucoup, de sens finalement, et donc c'était un accouchement à domicile. J'ai eu 2 accouchements à domicile donc avec, une sage-femme qui était, alors qui avait beaucoup de qualités, mais ça a pas été, 100 physiologique puisqu'elle m'a quand même fait pousser à la maison. Donc voilà, il faut Mmh. quand même savoir que la physiologie n'est pas forcément, Ouais. respectée, à 100 en accouchement à domicile. Ça va dépendre là aussi de, voilà, de la vision de la sage-femme. Mais ça a été malgré tout, enfin voilà, c'était quand même malgré tout le jour et la nuit avec mon expérience à l'hôpital et voilà, enfin ça a été, incroyable. Enfin, je me suis sentie, puissante, voilà, mon corps l'avait fait, je savais faire, j'avais réussi, c'était, Mmh. et puis ne pas avoir eu de péridurale aussi, je me suis remise beaucoup, enfin facilement, enfin et puis enfin pas que la péridurale, mais dans l'ensemble, enfin je me suis remise vraiment beaucoup plus vite. Enfin c'était, j'étais vraiment sur un petit nuage, quoi. Mmh. Donc voilà, donc c'était pas parfait, mais voilà, c'était quand même franchement différent et ça a été, transformateur. Et puis après les 2 enfantements suivants avec aussi, une sage-femme, alors encore plus enfin vraiment hands off, donc vraiment pas voilà, qui n'intervenait pas. Donc je dirais que c'est franchement, très respecté, voilà, si on peut faire une gradation, mais malgré tout pas je dirais pas que c'est un enfantement souverain puisque c'est pas moi qui avais l'autorité sur mon enfantement. C'est-à-dire que, voilà, dès lors que cette sage-femme, était là, c'était elle qui avait l'autorité. Enfin, Mmh. j'avais pas forcément conscience de tout ça parce que c'est après la naissance de ma 5e que j'ai découvert, Free Birth Society, enfin et donc vraiment l'enfantement libre, mais c'était comme, quelque chose que je portais en moi, des questionnements que j'avais, mais je trouvais pas le lieu de je sais pas comment dire, je trouvais pas la réponse et en fait là, j'avais trouvé tout, enfin j'avais les informations. Après j'ai suivi la formation de Radical Birth Keeper, donc vraiment sur l'enfantement physiologique et j'avais plein de réponses, finalement à ce que je cherchais depuis des années sans voilà, en le formulant plus ou moins, mais c'était je sentais qu'il manquait quelque chose et là Mmh. j'ai tout eu et donc voilà et donc j'ai compris aussi justement, voilà, qu'on remet notre souveraineté. Enfin, après, on peut faire ce choix de déléguer notre responsabilité, hein, c'est tout à fait, valable. Mais j'avais pas vraiment conscience de ça, du coup, enfin, avec l'accouchement à domicile. Donc voilà et après, j'aurais, aimé enfin, voilà, vivre cette expérience d'enfantement souverain. J'ai eu 2 fausses couches, après ma dernière, donc voilà. Donc Mmh. je n'ai pas cette expérience-là. Mmh. Vraiment, voilà, j'ai des belles expériences d'enfantement quand même globalement, respectées, surtout vraiment les derniers. Mais voilà, mais c'était pas moi, qui avait finalement, voilà, l'autorité, je l'ai déléguée, voilà. Mmh. Ouais. Et est-ce que ça a été bon, on peut quand même dire que tu as pris la responsabilité d'accoucher à domicile. Est-ce que ça a Oui. été difficile à assumer ça? Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes?
Oui, alors c'est ça, parce qu'effectivement, merci d'apporter cette nuance quand même, parce que c'est quand même un choix qui est, malgré tout radical. Il y a 15 ans, ça l'était, peut-être d'autant plus. Enfin, c'était vraiment, Mmh. vraiment méconnu. Et pour ma du coup, ce 1er projet d'accouchement à domicile, je l'ai dit à personne, en fait. J'ai pas dit que j'allais accoucher chez moi. Je voulais me protéger, des voilà, des réflexions potentielles, des voilà, je me disais: «J'ai mes propres peurs». Enfin, je sais pas, en fait, pour moi, je me disais: «C'est ça qui est plus sûr de toute façon». Donc, voilà, rationnellement, et instinctivement quand même, je savais que c'était ça, mais je savais que je pouvais être sensible, aux peurs des autres et je voulais vraiment m'en protéger. Donc j'ai rien dit. Hem et après, bah, de toute façon après quand on l'a fait une fois, je crois que ça Mmh. paraît évident pour tout le monde qu'on va recommencer. Hem, En fait, il y a quand même si, je dis qu'on délègue sa responsabilité, en fait, à la maison, de toute façon, qu'il y ait une sage-femme ou pas, finalement, si ça se passe mal, on sera quand même accusés d'être des parents, irresponsables. Mmh. Donc oui, il y a quand même une vraie prise de responsabilité. Voilà, après c'est sûr que quand il y a une sage-femme, les gens vont blâmer, puisqu'on cherchera toujours à blâmer quelqu'un évidemment si ça se passe pas comme prévu, donc il y aura une sage-femme, on va quand même blâmer la sage-femme et les parents, alors qu'évidemment quand il y a même pas de sage-femme, alors là, voilà, c'est la faute des Mmh. parents. Mmh. Mais oui, c'était quand même vraiment un cheminement, de prise de responsabilité. Je pense que ça m'a vraiment transformée, ouais, en profondeur. Mmh. Surtout qu'il y avait quelqu'un, j'étais vraiment proche d'une femme qui avait de l'importance dans ma vie et qui était contre, et ça a été vraiment, un peu, enfin vivre cette expérience, ça a été vraiment, voilà, m'affirmer finalement, prendre ma responsabilité d'adulte quoi, quelque part, de vraiment dire: «Bah non, bah voilà». Mmh. Hem, Même les Ouais. personnes qui sont les plus importantes ou qui ont eu un impact, si positif dans ma vie, bah, elles peuvent penser différemment et moi je peux faire aussi mon chemin, et voilà, et je pense qu'après j'en avais vraiment plus rien à faire de ce que Mmh. de ce que pouvaient penser les autres sur mes choix, enfin voilà, Ouais. clairement. Mmh. Ouais, et j'ai trouvé cette citation aussi sur ton compte, je sais plus à quel moment tu disais ça. On parle énormément de consentement aujourd'hui et justement tu disais le terme de consentement parle de dépendance et d'infantilisation, là où le terme de choix parle de puissance et d'autonomie. Et effectivement, ça a rien à voir en fait. Consentir à quelque chose ou faire vraiment des choix pour soi, décider pour soi, pour son bébé, pour la façon dont on veut mettre au monde. Bah, c'est ça, parce qu'on parle beaucoup de consentement éclairé, voilà, et il y a beaucoup cette idée qu'on peut dire non, qu'on est libre en structure, qu'on peut s'opposer, et qu'il faut notre consentement. Mais en fait, enfin moi je suis pas, enfin, en théorie oui, mais je crois pas du tout à ça. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on rentre dans une structure, de toute façon, on a une position d'infériorité. Enfin voilà, on s'en remet à d'autres, enfin, Mmh. et enfin, et en même temps, si on y va, c'est qu'on croit qu'ils ont quelque chose à nous apporter aussi. Enfin, je veux dire, c'est aussi, enfin, Mmh. Mmh. heu, donc c'est aussi logique quelque part d'en s'en remettre à eux à partir du moment où on fait ce choix-là. Mmh. Mais je pense pas qu'on puisse vraiment dire non. On va consentir à quelque chose parce que tout simplement, il y aura la menace de, si vous ne faites pas ça, votre bébé, vous mettez votre bébé en danger, Ouais. hem, il y a tellement de pression, voilà, autour du consentement que, enfin, quand il y a demande de consentement d'ailleurs, parce qu'il y a pas toujours, ouais, que je crois pas vraiment à ça, et c'est une, voilà, et donc c'est une chose de céder, de dire: «Oui, bah, d'accord, parce qu'effectivement on me dit que mon bébé va mourir sinon, donc évidemment faites-moi une césarienne sur le champ». Enfin, Mmh. je veux dire, Mmh. quelle mère en plus dans un moment d'aussi grande vulnérabilité, on peut même pas, enfin on ne consent, enfin on peut pas consentir, enfin je veux dire, on n'est même pas censé réfléchir. Enfin Ouais, c'est ça. c'est insensé, enfin je veux dire, c'est complètement décalé, il y a pas de, on est censé être complètement ailleurs, et on va solliciter notre néocortex en nous faisant peur. Évidemment, oui à tout, enfin, je veux dire, Ouais. Ouais, oui, c'est hem, c'est ça. Il y a trop de pression et puis il y a au nom de la sécurité, encore une fois, quoi, la sécurité du bébé. La mère ne peut pas dire non à ça, quoi. Il faut être hyper fort, je trouve, ouais, et être informé aussi, d'où la nécessité d'être informé, parce que je pense que quand on est informé, on est peut-être plus en mesure d'imposer ses propres choix. bah, alors c'est sûr qu'être informé, c'est important. Hem, Après je pense que, bah, d'ailleurs j'avais fait un post qui disait, je sais pas, enfin c'est pas, hem, ce sont pas les informations, le fait d'avoir une doula, enfin tout ça, c'est pas ça qui protège des abus, c'est enfanter loin
loin Mm. d'un lieu où il y a des abus, en fait, qui Ouais. protège des abus. Enfin, parce Mm. que oui, on peut être très informé, mais alors déjà, si on est très, très informé, est-ce que On fait bon, on ça, peut ouais. ca ouais, déjà, voilà, enfin, on peut, mais hem et après, oui, on peut dire non à des choses, on peut s'in mais en plus, c'est tellement pas le moment. Enfin, je veux dire, on Mm. a juste enfin, là, on a besoin de déconnecter. Enfin, je veux dire, c'est pas le moment d'être son avocate quand on enfante ou Oui, même c'est ça. enfin Mm. Mm. et qu'il y a un moment, oui, on peut dire non à des choses, mais il y a un moment, enfin, c'est pas possible. Enfin, déjà, par exemple, dire non à un toucher vaginal. Mm. Est-ce que c'est possible en structure? Bah non, c'est impossible. Enfin, je veux dire, on arrive, on sait qu'on va regarder. Mais on Mm. est d'accord quelque part. Enfin, je veux dire, enfin, parce qu'on sait que ça fonctionne comme ça ou si on n'est vraiment pas d'accord, bah, dans ce cas, on n'y va pas. Mais Mm. Mm. oui, on peut limiter les touchés vaginaux, mais bon, on n'en aura pas zéro. Enfin, parce que ça fonctionne comme ça. On observe la naissance comme ça. Pareil, le monitoring. Mm. Bon, c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, c'est donc oui, Ouais. on peut on peut sûrement dire non à certaines choses, mais on accepte quand même grosso modo le fonctionnement. Enfin, de toute façon, sinon on n'irait pas. Enfin, Ouais. tu vois? Enfin, mais c'est bien aussi de se rendre compte, de se dire: «Bah oui, du coup, je prends ma responsabilité, en fait». Enfin, je prends ma responsa à la fois je la délègue et en même temps je la prends parce qu'en fait, quels que soient les choix qu'on fait, on prend toujours notre responsabilité. Enfin, même si on ne s'en rend pas forcément compte, mais voilà, on engage notre responsabilité. Après, est-ce qu'on l'engage en faisant des choix, voilà, un peu différents ou est-ce qu'on l'engage en remettant aussi nos choix à d'autres? Bah, c'est voilà, enfin il y a différentes, possibilités, mais quoi qu'il en Libre soit. à chacune de faire des choix, justement, après avoir lu, peut-être, après avoir compris qu'on pouvait vivre une grossesse respectée, et un accouchement respecté. Et ça, effectivement, ça appartient à chacun. En tout cas, je te remercie énormément, Elisabeth, pour ton travail. Et puis, je suis très heureuse d'avoir fait ta connaissance et de suivre ton compte où tu partages des choses vraiment d'utilité publique. Merci beaucoup, Chloé. Ouais, je t'en prie. Et puis, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer? Bah, que je souhaite vraiment à chaque femme de pouvoir vivre l'enfantement, comme elle le souhaite selon ses propres termes et qu'elle Ouais. voilà et qu'elle se donne les moyens de le vivre. Mm. Un vœu pieux. Merci à toi. Merci, Chloé. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À cœur joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.